les registres paroissiaux de Saint-Malo portent encore aujourd'hui une trace étrange. Entre octobre et décembre 1687, exactement 43 familles protestantes y furent baptisées de force dans la religion catholique. 43 familles qui, selon les archives officielles, avaient fui la France après la révocation de l'édit de Nantes. Comment des fugitifs pouvaient-ils se trouver simultanément en sécurité à l'étranger et prisonniers en Bretagne? Si cette histoire vous intrigue déjà, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous écoutez. Car ce que nous allons découvrir aujourd'hui dépasse tout ce que l'histoire officielle a jamais osé révéler sur l'une des familles les plus puissantes de France. L'année 1687 marque un tournant brutal dans l'histoire religieuse française. 2 ans plus tôt, Louis XIV avait révoqué l'édit de Nantes, plongeant près d'1 million de protestants français dans une persécution systématique. Les temples détruits, les pasteurs exilés, les enfants arrachés à leurs familles pour être éduqués dans la foi catholique. La France de l'absolutisme ne tolérait plus aucune dissidence religieuse. Dans ce contexte de terreur organisée, la Bretagne occupait une position particulière. Province périphérique, parsemée de côtes découpées et de forêts impénétrables, elle offrait 1000 refuges aux fugitifs. Mais elle était aussi le fief de l'une des plus anciennes maisons nobles du royaume, la famille de Rohan-Chabot. Henri Chabot, duc de Rohan, régnait alors sur un territoire immense, s'étendant de Vannes à Saint-Malo. Homme de 52 ans au visage buriné par les campagnes militaires, il incarnait cette noblesse bretonne fière de son indépendance face au pouvoir royal. Sa réputation de probité et de protection des faibles lui valait le respect de ses vassaux comme de ses pairs. Le château de Blain, résidence principale des Rohan en Bretagne, dominait une vallée brumeuse où serpentait la Isaac. Cette forteresse médiévale, remaniée au XVIe siècle, abritait non seulement la famille ducale, mais également les archives séculaires d'une lignée qui avait toujours su naviguer entre fidélité royale et préservation de ses intérêts. Car les Rohan possédaient un talent particulier, transformer chaque crise en opportunité. Depuis la révocation de l'édit de Nantes, une rumeur persistante circulait dans les campagnes bretonnes. On murmurait que le duc Henri, malgré sa foi catholique affichée, tendait une main secourable aux familles protestantes en détresse. Des témoignages fragmentaires évoquaient des convois nocturnes, des refuges temporaires dans les dépendances du château, des arrangements discrets avec certains capitaines de navires pour faciliter l'évasion vers l'Angleterre ou les Provinces-Unies. Cette réputation de protecteur des persécutés n'était pas entièrement usurpée. Henri de Rohan avait effectivement organisé plusieurs sauvetages spectaculaires, notamment celui de la famille Dubois, riche drapier de Nantes, menacé de confiscation de leurs biens. Mais derrière cette façade charitable se cachait une mécanique bien plus sombre, un système d'exploitation de la misère humaine d'une sophistication redoutable. Le 23 octobre 1687, un courrier urgent parvient au château de Blain. Le messager, un homme jeune aux vêtements crottés par une longue chevauchée, remet personnellement au duc Henri une lettre cachetée de cire noire. Le contenu de cette missive va déclencher une série d'événements qui révéleront la véritable nature de l'aide apportée par les Rohan aux protestants fugitifs. La lettre provient de Marguerite de Villeneuve, veuve d'un négociant huguenot de La Rochelle. Réfugiée depuis plusieurs mois dans une ferme isolée près de Redon avec ses 3 enfants, elle supplie le duc de l'aider à rejoindre son frère établi à Amsterdam. Elle joint à sa demande un inventaire détaillé de ses biens, bijoux de famille, pièces d'or, créances sur plusieurs marchands hollandais, représentant une fortune considérable qu'elle est prête à sacrifier entièrement contre la promesse d'un passage sûr. Henri de Rohan examine attentivement la liste. Ses yeux s'attardent sur chaque chiffre, chaque estimation. D'un geste machinal, il ouvre le tiroir secret de son bureau et en sort un registre relié de cuir rouge. Les pages jaunies portent des colonnes de noms, de dates, de sommes. En face de certains noms, une croix noire. En face d'autres,
Une étoile dorée. Le nom de Marguerite de Villeneuve rejoint la liste. Mais dans quelle colonne? 3 jours plus tard, un émissaire discret se présente à la ferme de Redon. Il porte les couleurs des Rohan et un message rassurant. Le duc accepte de prendre sous sa protection la famille Villeneuve. Le départ est fixé au 1er novembre. Rendez-vous à la chapelle abandonnée de Sainte-Anne, à 3 lieues de Blaine, à la tombée de la nuit. Marguerite de Villeneuve rassemble fébrilement ses maigres possessions et les bijoux cousus dans la doublure de sa robe. Ses enfants, Pierre âgé de 15 ans, Marie de 12 ans et le petit Jacques de 8 ans, ne comprennent pas entièrement les enjeux, mais ils sentent l'angoisse de leur mère. Depuis des mois, ils vivent dans la terreur constante d'être découverts, dénoncés, séparés à jamais. Le 1er novembre au soir, la famille Villeneuve quitte la ferme sous un ciel bas chargé de nuages. Le vent d'automne siffle dans les bruyères, portant l'odeur âcre des feuilles mortes. La chapelle de Sainte-Anne se dresse dans la lande comme un squelette de pierre, sa toiture effondrée, laissant passer des raies de lune blafarde. Ils ne sont pas seuls. D'autres silhouettes se distinguent dans l'obscurité. 2 familles également, les Mercier de Vannes et les Rousseau de Saint-Brieuc, 8 personnes au total venues chercher le salut auprès du duc protecteur. Tous portent sur eux leurs biens les plus précieux, leurs dernières ressources, l'espoir désespéré d'une nouvelle vie loin de la persécution. À minuit précis, un convoi de 3 voitures bâchées s'arrête devant la chapelle. Les cochers portent la livrée des Rohan. L'homme qui les dirige, maître Corentin Le Borgne, intendant du duc, salue les fugitifs avec une courtoisie teintée de compassion. Il explique que le voyage jusqu'au port sera long et difficile, mais que Monseigneur le duc a tout organisé pour leur sécurité. Les familles montent dans les voitures. On leur bande les yeux, prétendument pour leur propre protection. Moins ils en savent sur l'itinéraire, moins ils risquent de compromettre le réseau en cas d'arrestation. Les voitures s'ébranlent dans un grincement de roues sur les pavés inégaux. Mais elles ne prennent pas la direction de la côte. Elles se dirigent vers l'intérieur des terres, vers Blain, vers le château ducal, où les attend un sort bien différent de celui qu'ils espèrent. Pour comprendre la mécanique implacable qui va broyer les familles Villeneuve, Mercier et Rousseau, il faut remonter 3 années plus tôt, au 1er mois suivant la révocation de l'édit de Nantes, car l'entreprise d'Henri de Rohan ne s'est pas improvisée en une nuit. Elle est le fruit d'une planification minutieuse, d'une corruption systématique et d'une connaissance intime des rouages administratifs du royaume. En janvier 1686, Henri de Rohan reçoit dans son château une visite qui va changer le cours de son existence. Le visiteur se nomme Ambroise de Kergolay, lieutenant général de police de Rennes, homme aussi cupide qu'intelligent, au visage marqué par la petite vérole et aux mains toujours ornées de bagues somptueuses. Kergolay vient proposer au duc un marché d'une cynisme absolu. L'idée est d'une simplicité diabolique. Depuis la révocation, l'administration royale offre des récompenses substantielles pour la dénonciation et l'arrestation de protestants en fuite. Parallèlement, de nombreuses familles huguenotes sont prêtes à payer des fortunes pour échapper aux persécutions. Pourquoi ne pas exploiter ces 2 sources de profit simultanément? Le principe? Attirer les fugitifs par la promesse d'une protection et d'une évasion, encaisser leurs biens en guise de paiement, puis les livrer aux autorités pour toucher également les primes de dénonciation. Un double bénéfice d'autant plus juteux que les victimes, une fois arrêtées, ne peuvent plus témoigner de la trahison dont elles ont été l'objet. Henri de Rohan, d'abord choqué par cette proposition, finit par en saisir toutes les implications financières. Ces domaines bretons, malgré leur étendue, ne génèrent plus les revenus nécessaires au train de vie d'une grande maison noble. Les guerres répétées, les investissements dans l'embellissement du château, les dépenses de représentation à Versailles ont considérablement grevé ses finances. Cette opération pourrait lui permettre de redresser sa situation tout en préservant officiellement sa réputation de loyauté envers le roi. L'accord est scellé dans le plus grand secret.
Kergolais se charge de la partie administrative, falsification des rapports d'arrestation, corruption des geôliers, organisation des transferts vers les prisons royales. Henri de Rohan met à disposition son réseau de relations, la crédibilité de son nom et l'infrastructure logistique de ses domaines. Les profits sont partagés à égalité, déduction faite des frais opérationnels et des pots de vin nécessaires au bon fonctionnement du système. Les premières opérations, menées avec prudence, se révèlent d'un rendement exceptionnel. En 6 mois, 12 familles sont ainsi traitées, rapportant plus de 100 000 livres tournois aux 2 complices. L'argent afflue dans les coffres ducaux, permettant de financer de nouveaux travaux au château et de rembourser les dettes les plus pressantes. Mais ce succès initial va pousser Henri de Rohan à amplifier considérablement le dispositif. Il recrute de nouveaux complices parmi ses vassaux, maître Yves de Coëtken, notaire à Blain, chargé d'authentifier les fausses promesses de protection. Capitaine Alain de Kerguelen, ancien militaire reconverti dans la contrebande, responsable de l'organisation des convois. Dame Isabelle de Montauban, veuve d'un parlementaire nantais, qui tient salon et collecte discrètement les informations sur les familles protestantes fortunées en quête d'aide. Le réseau s'étend progressivement à toute la Bretagne occidentale. Des indicateurs sont placés dans les auberges, les marchés, les ports. Chaque témoignage de détresse, chaque demande d'assistance est soigneusement répertorié et évalué. Les proies les plus rentables sont sélectionnées selon des critères précis. Fortune substantielle, absence de relations influentes, susceptibles de mener des enquêtes, isolement géographique facilitant les opérations clandestines. Un élément crucial du dispositif réside dans la gestion de la réputation ducale. Pour que le piège continue de fonctionner, il faut maintenir la croyance en l'existence d'un véritable réseau de sauvetage. Aussi, Henri de Rohan organise-t-il périodiquement de véritables évasions, permettant à quelques familles de réellement échapper aux persécutions. Ces succès authentiques, soigneusement publicisés par des témoins complaisants, entretiennent la légende du duc protecteur. Mais pour chaque famille réellement sauvée, 3 autres sont livrés aux autorités. Et à l'automne 1687, le système a atteint une efficacité redoutable. Les bénéfices cumulés dépassent le demi-million de livres. Henri de Rohan peut désormais rivaliser avec les plus riches seigneurs du royaume. C'est dans ce contexte que la lettre de Marguerite de Villeneuve parvient au château de Blain. Son inventaire, particulièrement alléchant, la désigne immédiatement comme une cible prioritaire. Mais cette fois, l'opération va connaître des complications imprévues qui menaceront tout l'édifice criminel patiemment construit. Les voitures s'immobilisent dans la cour d'honneur du château de Blain vers 3 heures du matin. Les fugitifs, toujours les yeux bandés, sont guidés vers les caves voûtées de la forteresse, officiellement pour leur sécurité en attendant l'embarquement prévu le lendemain soir. On leur explique que des patrouilles royales battent la campagne et qu'il est plus prudent de les tenir cachés quelques heures. Les souterrains du château creusés au XIIIe siècle forment un labyrinthe de couloirs et de chambres où résonnent les pas sur la pierre humide. L'air y est vicié, chargé d'une odeur de salpêtre et de moisie qui prend à la gorge. Des torches fixées au mur projettent des ombres dansantes sur les voûtes noircies par des siècles de fumée. Marguerite de Villeneuve et ses enfants sont conduits dans une cellule aménagée sommairement. Quelques paillasses, une table bancale, un broc d'eau. La porte se referme sur eux avec un bruit sourd de verrou. Dans l'obscurité presque totale, seul filtrant un ray de lumière par un soupirail grillagé, la famille attend l'aube qui doit les mener vers la liberté. Mais l'aube apporte une première déception. Aucun garde ne vient les chercher. Les heures s'égrènent dans l'angoisse croissante. Marguerite frappe à la porte, appelle, supplie qu'on vienne lui expliquer le retard. Une voix rauque lui répond de l'extérieur. « Patience, madame, monseigneur le duc règle les derniers détails. Le départ aura lieu cette nuit. » Cette nuit-là non plus, personne ne vient, ni la suivante. Les provisions s'amenuisent, l'eau devient saumâtre, l'angoisse se mue en terreur. Pierre, l'aîné des enfants Villeneuve, commence à soupçonner un piège.
Il a remarqué que les murs de leurs cellules portent des inscriptions gravées, des noms suivis de dates. Certaines remontent à plusieurs mois. D'autres familles sont donc passées par là avant eux. Le 5e jour de leur captivité, un événement inattendu va bouleverser la routine sinistre des souterrains de Blaine. Un nouveau prisonnier est amené dans la cellule voisine. Un homme seul, âgé d'une 40aine d'années, qui se présente comme Étienne Dufresne, ancien pasteur de Saumur. Contrairement aux familles qui ont été attirées par la promesse d'une aide, Dufresne a été capturé lors d'une rafle et amené au château dans l'attente de son transfert vers la prison de Rennes. Dufresne possède une connaissance approfondie des méthodes de persécution employées contre les protestants. Au fil des conversations chuchotées entre les cellules, il révèle aux Villeneuve une réalité terrifiante. Depuis la révocation, de nombreuses familles huguenotes ont disparu sans laisser de traces. Officiellement, elles auraient réussi à fuir à l'étranger. En réalité, beaucoup ont été victimes d'un trafic organisé, exploitant leur désespoir. Le pasteur a eu connaissance, par ses correspondants clandestins, de plusieurs cas troublants. Des familles qui avaient payé des fortunes pour être aidées à fuir et qui se retrouvaient mystérieusement arrêtées quelques jours plus tard. Des témoignages de complices repentis évoquant un système de double extorsion. Des recoupements avec les dates et lieux d'arrestation qui désignent toujours les mêmes régions, les mêmes intermédiaires. Ces révélations glacent le sang de Marguerite de Villeneuve. Elle commence à comprendre qu'elle et ses enfants ne sont pas des protégés en attente d'évasion, mais des proies tombées dans un piège minutieusement tendu. L'angoisse de l'arrestation se double désormais de la honte d'avoir été dupée, de la culpabilité d'avoir entraîné ses enfants dans ce guet-apens. Mais Étienne Dufresne ne se contente pas de révéler l'existence du trafic. Homme d'expérience et de ressources, il a conservé sur lui, dissimulés dans la doublure de sa soutane, plusieurs documents compromettants. Des lettres interceptées, des listes de noms, des preuves de la corruption qui gangrène l'administration royale en Bretagne. Si ces documents parvenaient aux autorités compétentes, ils pourraient faire tomber tout le réseau. Le pasteur propose un marché aux Villeneuve. S'ils parviennent à s'évader ensemble, il s'engage à porter ses preuves devant le Parlement de Rennes et à dénoncer publiquement les crimes commis. En échange, il demande leur aide pour organiser l'évasion et leur silence sur l'identité des complices qu'il pourrait être amené à compromettre pour sauver sa propre vie. Pierre Villeneuve, malgré ses 15 ans, fait preuve d'un sang-froid remarquable. Il a observé attentivement le fonctionnement de leur prison improvisée. Les gardes ne sont que 2, qui se relaient toutes les 12 heures. Ils descendent dans les caves une fois par jour pour apporter la nourriture et vider les seaux d'aisance. Le plus âgé, qui boite légèrement, porte toujours un trousseau de clés à sa ceinture. Le plus jeune semble nerveux, impressionnable, probablement nouveau dans ce genre d'activité. Le plan d'évasion élaboré par Pierre avec l'aide du pasteur est d'une simplicité audacieuse. Il s'agit de simuler une mort subite de la petite Marie, de profiter de la panique du garde pour s'emparer de ses clés, puis de maîtriser son collègue avant qu'il ne puisse donner l'alarme. Les familles Mercier et Rousseau, détenues dans les cellules voisines, ont accepté de participer à l'opération malgré les risques. Mais au moment crucial, tout va basculer, car Henri de Rohan a prévu depuis longtemps ce genre de tentative. Et les conséquences de l'échec de l'évasion vont révéler toute l'ampleur de l'horreur qui se dissimule dans les souterrains du château de Blaine. Le 15 novembre 1687, à l'heure du changement de garde, le plan s'exécute avec une précision désespérée. Marie Villeneuve se laisse tomber sur la paille humide en simulant des convulsions, tandis que sa mère pousse des cris déchirants. Le jeune garde, affolé, ouvre précipitamment la cellule pour porter secours à l'enfant apparemment mourante. C'est le signal attendu. Pierre bondit sur l'homme, tentant de s'emparer du trousseau de clés. Étienne Dufresne, malgré ses chaînes, parvient à faire trébucher le garde qui s'effondre lourdement sur les pavés. Dans les cellules voisines, les familles Mercier et Rousseau tambourinent contre leurs portes en hurlant, créant une cacophonie assourdissante qui devrait masquer les bruits de la lutte. Mais ils ont sous-estimé l'expérience d'Henri de Rohan,
En matière de sécurité, le garde qui boite, averti par un système de signaux mis au point depuis des mois, ne monte pas seul au niveau supérieur comme prévu. Il revient au contraire vers les cellules accompagné de 4 hommes armés qui se tenaient en réserve dans une salle adjacente. La révolte est matée en quelques minutes. Les fugitifs, réduits à l'impuissance, sont enchaînés plus solidement qu'auparavant. Le jeune garde, humilié par sa mésaventure, se montre désormais d'une brutalité qui contraste avec sa nervosité initiale. Mais surtout, l'incident a attiré l'attention personnelle du duc Henri, qui descend pour la première fois dans les caves depuis le début de l'opération. L'apparition d'Henri de Rohan dans les souterrains marque un tournant dramatique dans le sort des prisonniers. L'homme qui se dresse devant eux n'a plus rien du noble protecteur qu'ils imaginaient. Son visage exprime une froideur implacable. Ses gestes trahissent une habitude inquiétante de ce genre de situation. Il examine ses captifs comme un maquignon évalue du bétail, avec un détachement professionnel qui glace le sang. Sa première décision est d'isoler Étienne Dufresne dans une cellule plus profonde, creusée à même le roc, et dont l'accès nécessite de franchir 2 lourdes portes ferrées. Le pasteur a en effet révélé sous la contrainte l'existence des documents compromettants cousus dans sa soutane. Henri de Rohan sait que ces preuves représentent une menace mortelle pour son entreprise et qu'il faut absolument les récupérer avant de se débarrasser de leurs détenteurs. Mais la fouille minutieuse de Dufresne ne donne rien. L'homme a eu la présence d'esprit, pendant la confusion de l'évasion ratée, de transmettre secrètement les papiers à Pierre Villeneuve. Le jeune homme les a dissimulés dans une anfractuosité du mur de sa cellule, sous une pierre descellée qu'il a repérée dès les premiers jours de captivité. Face à l'obstination du pasteur qui nie posséder le moindre document, Henri de Rohan fait appel à des méthodes plus persuasives. Ambroise de Kergolay, mandé d'urgence depuis Rennes, arrive au château avec 2 spécialistes de l'interrogatoire, anciens soldats reconvertis dans les basses œuvres de la police. Leur technique, rodée par des années de pratique dans les geôles royales, ne tarde pas à délier la langue la plus récalcitrante. Mais Dufresne, malgré les souffrances endurées, maintient sa version. Il n'a jamais possédé de documents compromettants. Ses accusations contre le réseau Rohan-Kergolay ne reposent que sur des rumeurs invérifiables. Sa résistance héroïque permet de préserver le secret des preuves, mais au prix de tortures qui résonnent dans tout le souterrain et terrorisent les autres prisonniers. Marguerite de Villeneuve, écoutant les cris du pasteur, comprend que leur situation a définitivement basculé dans l'horreur. Elle, qui espérait encore négocier leur libération en échange d'un supplément de rançon, réalise que Henri de Rohan ne peut plus se permettre de les laisser en vie. Ils en savent trop. Ils ont vu trop de choses. Ils constituent désormais un danger permanent pour la sécurité de l'organisation criminelle. C'est alors qu'un événement extérieur va précipiter le dénouement tragique de cette affaire. Le 20 novembre, un courrier urgent parvient au château. François-Michel de Tellier de Louvois, ministre de la guerre du roi Louis XIV, annonce une visite d'inspection surprise en Bretagne. Il souhaite vérifier personnellement l'efficacité de la répression anti-protestante dans la région et compte s'arrêter à Blain pour s'entretenir avec Henri de Rohan de la situation locale. Cette nouvelle plonge le duc dans une panique qu'il peine à dissimuler. La présence de prisonniers dans ces caves au moment de la visite ministérielle risquerait de susciter des questions embarrassantes. Il faut absolument faire disparaître toute trace de l'opération en cours, et cela dans les 48 heures qui précèdent l'arrivée de Louvois. La solution qui s'impose à Henri de Rohan témoigne du degré d'abjection auquel l'a mené sa cupidité. Plutôt que de libérer discrètement les prisonniers en espérant acheter leur silence, il décide de les éliminer purement et simplement. L'opération doit être menée de façon à faire croire à un accident, une épidémie ou un incendie qui aurait ravagé les caves du château. Maître Corentin Le Borgne, l'intendant qui avait organisé la capture des familles, reçoit l'ordre de préparer un faux sinistre. L'idée retenue est celle d'un effondrement providentiel.
Une partie des voûtes médiévales, fragilisées par l'humidité, s'écroulerait brutalement, ensevelissant les caves et leurs occupants. Les corps des victimes, broyés sous les pierres, seraient retrouvés plusieurs jours plus tard, rendant impossible toute identification précise. Mais Pierre Villeneuve, qui a surpris une conversation entre deux gardes, comprend que l'exécution est imminente. Il lui reste une dernière carte à jouer, révéler l'existence des documents de Dufresne et monnayer cette information contre la vie de sa famille. Un pari désespéré qui va le confronter directement à Henri de Rohan et révéler les derniers secrets de cette tragédie. Si cette histoire vous donne des frissons, n'hésitez pas à liker cette vidéo et dites-nous en commentaire ce que vous pensez qu'il va arriver aux prisonniers. Car ce qui se prépare dans les caves de Blain va dépasser tout ce que vous pouvez imaginer. Le 22 novembre au matin, Pierre Villeneuve demande à parler personnellement au duc de Rohan. Par l'intermédiaire du garde boiteux, il fait savoir qu'il détient des informations de la plus haute importance, susceptibles de sauver ou de perdre définitivement l'organisation criminelle. Cette démarche désespérée d'un adolescent de 15 ans va déclencher la confrontation finale entre l'innocence et la corruption, entre la naïveté et le cynisme le plus absolu. Henri de Rohan descend dans les caves une dernière fois. Il trouve face à lui un jeune homme amaigri par 11 jours de captivité, mais dont le regard conserve une détermination farouche. Pierre Villeneuve a mûri dans cette épreuve. Il a compris les règles impitoyables du monde des adultes et il va tenter de les retourner contre celui qui les incarne. La négociation qui s'engage alors entre le duc quinquagénaire et l'adolescent prisonnier constitue un moment d'une intensité dramatique saisissante. Pierre révèle qu'il possède les documents de Dufresne, ces preuves qui peuvent faire tomber tout le réseau de corruption. Mais il ne se contente pas de menacer. Avec une perspicacité précoce, il analyse la situation du duc et lui propose un marché d'une audace inouïe. L'adolescent a compris que Henri de Rohan ne peut pas se contenter de récupérer les documents et d'éliminer les témoins. L'arrivée imminente de Louvois crée une opportunité unique. Si le ministre de la Guerre découvrait officiellement l'existence du trafic, il pourrait s'attribuer le mérite de son démantèlement et réclamer sa part des profits confisqués. Mieux vaut donc que ce soit Henri de Rohan lui-même qui dénonce l'organisation, en se présentant comme la victime d'un chantage de Kergolay. Le plan proposé par Pierre est d'une complexité machiavélique remarquable pour son âge. Il s'agit de sacrifier Ambroise de Kergolay et ses complices immédiats en les présentant comme les vrais responsables du trafic. Henri de Rohan jouerait le rôle du noble Bernet contraint de collaborer sous la menace. Les familles prisonnières seraient découvertes par hasard dans les caves, présentées comme les victimes d'un enlèvement organisé par Kergolay à l'insu du duc. Cette mise en scène permettrait à Henri de Rohan de récupérer sa réputation, de conserver une partie des bénéfices du trafic, présentés comme des indemnités versées par Kergolay pour acheter son silence, et même de se poser en héros ayant démantelé un réseau criminel. En échange, les familles survivantes seraient réellement libérées et recevraient une compensation financière pour leur silence. Henri de Rohan écoute cette proposition avec un mélange de stupéfaction et d'admiration. Ce gamin de 15 ans vient d'imaginer en quelques jours une stratégie de sortie de crise que lui-même n'avait pas envisagée. La solution est élégante, crédible et surtout elle préserve l'essentiel, sa position sociale et une partie substantielle de sa fortune. Mais le duc n'est pas homme à accepter sans garantie. Il exige de Pierre qu'il lui remette immédiatement les documents de Dufresne et que toute la famille Villeneuve jure solennellement de ne jamais révéler ce qu'elle a vécu dans les caves de Blain. En contrepartie, il s'engage à épargner leur vie et à organiser leur véritable évasion vers l'Angleterre une fois la mise en scène terminée. Pierre accepte, mais pose une condition supplémentaire qui témoigne de sa maturité précoce. Il veut que le pasteur Dufresne soit également épargné et inclus dans l'évasion. Cet homme a souffert pour protéger les preuves qui sauvent maintenant leur vie. Il mérite de survivre à cette épreuve. Henri de Rohan hésite, car Dufresne en sait trop sur les détails de l'organisation, mais finit par accepter devant l'obstination de l'adolescent.
L'accord conclu, le duc remonte précipitamment vers ses appartements pour organiser la mise en scène. Il lui reste moins de 24 heures avant l'arrivée de Louvois pour transformer sa cave de tortionnaire en théâtre de sa propre rédemption. L'opération nécessite une coordination parfaite et la complicité de plusieurs de ses vassaux les plus fidèles. Maître Yves de Coëtquen, le notaire, reçoit l'ordre de rédiger d'urgence de faux documents attestant du chantage exercé par Kergolay sur la famille ducale. Les lettres, antidatées et rédigées dans le style caractéristique du lieutenant de police, doivent prouver que Henri de Rohan a été contraint de collaborer sous la menace d'accusations calomnieuses. Dame Isabelle de Montauban se charge de préparer de faux témoignages de domestiques prétendant avoir surpris des conversations suspectes entre Kergolay et ses complices. Pendant ce temps, dans les caves, les prisonniers voient leur situation s'améliorer brutalement. On leur apporte de la nourriture convenable, des vêtements propres, de l'eau pour se laver. Étienne Dufresne, tiré de son cachot souterrain, découvre avec stupéfaction que son calvaire touche à sa fin. Mais l'homme d'église, malgré ses souffrances, conserve assez de lucidité pour comprendre qu'il devient malgré lui complice d'une mascarade qui va permettre aux vrais coupables d'échapper à toute sanction. Le 23 novembre à l'aube, François-Michel de Louvois fait son entrée au château de Blain avec une escorte de 20 cavaliers et plusieurs secrétaires chargés de consigner ses observations. L'homme qui descend de carrosse dans la cour d'honneur incarne toute la puissance de l'absolutisme royal. Âgé de 51 ans, le visage buriné par les responsabilités, il porte sur ses épaules le poids de la machine de guerre française et de la répression anti-protestante. Henri de Rohan l'accueille avec les honneurs dus à son rang, mais on sent dans son attitude une nervosité qu'il peine à dissimuler. Le ministre, habitué à déchiffrer les comportements humains, remarque immédiatement cette tension et y voit la confirmation de rumeurs qui lui sont parvenues sur d'étranges activités en Bretagne. Après les politesses d'usage, Louvois entre directement dans le vif du sujet. Il a reçu des rapports contradictoires sur l'efficacité de la répression protestante dans la région. Certains évoquent des succès remarquables avec de nombreuses arrestations et conversions forcées. D'autres mentionnent au contraire des évasions suspectes, des réseaux d'aide qui continueraient d'opérer malgré la surveillance renforcée. Henri de Rohan saisit l'ouverture qui lui est offerte. D'une voix où perce une émotion soigneusement calculée, il révèle à Louvois qu'il a lui-même été victime d'un odieux chantage. Ambroise de Kergolay, lieutenant de police de Rennes, aurait organisé un trafic de fugitifs protestants en utilisant abusivement le nom et les propriétés de la famille ducale. Pire encore, il aurait séquestré plusieurs familles dans les caves du château, menaçant de les assassiner si Henri de Rohan dénonçait ses activités. Cette révélation produit exactement l'effet escompté sur Louvois. Le ministre, flairant un scandale susceptible de ternir l'image de l'administration royale, exige des preuves immédiates. Henri de Rohan lui remet les faux documents préparés par Maître de Coëtquen, puis propose de descendre dans les caves pour constater par lui-même l'ampleur des crimes commis. La visite des souterrains constitue le moment le plus délicat de toute la mise en scène. Louvois découvre avec une indignation non feinte les familles prisonnières, amaigries par leur captivité, terrorisées par leur épreuve. Marguerite de Villeneuve, briefée par son fils sur le rôle qu'elle doit jouer, accuse Kergolay et ses hommes de l'avoir attiré dans un piège en prétendant agir au nom du duc de Rohan. Étienne Dufresne, malgré ses réticences morales, confirme cette version. Il explique que Kergolay l'avait fait arrêter pour l'empêcher de révéler l'existence du trafic dont il avait eu connaissance par ses correspondants clandestins. Les tortureurs sont tentés de lui arracher des aveux mensongers accusant Henri de Rohan d'être le véritable organisateur du réseau. Louvois examine attentivement les lieux, interroge les prisonniers, consulte les documents. Tout concorde pour désigner Kergolay comme le responsable unique de cette entreprise criminelle. La mise en scène, perfectionnée dans les moindres détails, résiste à l'examen le plus minutieux. Mais c'est à ce moment que surgit un élément imprévu qui menace de faire s'écrouler tout l'édifice mensonger si patiemment construit.
Capitaine Alain de Kerguelen, l'ancien militaire responsable de l'organisation des convois, ignore tout de l'accord passé entre Henri de Rohan et Pierre Villeneuve. Alerté par ses espions de l'arrivée impromptue de Louvois au château, il craint que son employeur ne cède à la panique et ne le désigne comme bouc émissaire pour sauver sa propre tête. Aussi prend-il les devants en se présentant directement au ministre de la Guerre pour dénoncer préventivement les crimes de Henri de Rohan. Kerguelen possède des preuves accablantes. Des lettres autographes du duc donnant des instructions précises pour les captures, des reçus de sommes versés par les familles, des ordres de transfert vers les geôles secrètes du château, documents qu'il conservait comme assurance-vie en cas de retournement de situation. L'arrivée inopinée de Kerguelen dans la grande salle du château, au moment même où Louvois s'apprête à ordonner l'arrestation de Kergolay, crée une situation d'un comique dramatique saisissant. Henri de Rohan voit s'effondrer en quelques secondes l'échafaudage de mensonges qu'il venait laborieusement d'ériger. Le capitaine, brandissant ses preuves documentaires, révèle publiquement l'existence du système de double extorsion et le rôle central joué par le duc dans son fonctionnement. Louvois, homme d'expérience politique, comprend immédiatement qu'il se trouve face à une affaire d'une ampleur bien supérieure à ce qu'il imaginait. Non seulement un réseau criminel a prospéré sous couvert de la répression anti-protestante, mais il implique directement l'une des plus anciennes maisons nobles de Bretagne. Le scandale, s'il venait à être révélé publiquement, ternirait l'image de l'administration royale et fournirait des arguments aux ennemis de la politique religieuse du roi. La suite des événements va se jouer dans les heures qui suivent, au cours d'une confrontation à huis clos entre Louvois, Henri de Rohan et les principaux témoins de l'affaire. Le ministre doit décider rapidement du sort à réserver aux différents protagonistes, en tenant compte à la fois des exigences de la justice et des impératifs de la raison d'État. Pierre Villeneuve, convoqué pour témoigner devant Louvois, se trouve confronté à un dilemme moral déchirant. Révéler toute la vérité sur l'accord qu'il a passé avec Henri de Rohan reviendrait à condamner à mort sa famille et lui-même. Mais mentir devant le représentant du roi l'obligerait à devenir complice d'une injustice qui permettrait au vrai coupable d'échapper à ses responsabilités. L'adolescent choisit une troisième voie, témoignant d'une subtilité psychologique remarquable. Il confirme les accusations de Kerguelen contre Henri de Rohan, mais révèle également l'existence du chantage exercé par Kergolay. Sa version des faits présente les deux hommes comme également responsables. Rohan pour son avidité criminelle, Kergolay pour sa corruption administrative. Cette vérité nuancée, plus crédible que les accusations unilatérales des deux camps, finit par convaincre Louvois. Le ministre prend alors une décision qui témoigne de sa connaissance approfondie des arcanes du pouvoir royal. Plutôt que de poursuivre publiquement une affaire qui éclabousserait l'administration royale, il choisit de régler la question discrètement, en s'inspirant de la méthode qu'avait proposée Pierre Villeneuve à Henri de Rohan. Ambroise de Kergolay et ses complices directs sont arrêtés et transférés secrètement vers les prisons de Vincennes, officiellement pour corruption et détournement de fonds publics. Ils ne seront jamais jugés publiquement, mais disparaîtront mystérieusement au cours de leur détention, victimes d'un accident de prison soigneusement organisé. Henri de Rohan subit un sort plus subtil. Ses biens sont confisqués au profit du trésor royal, officiellement pour couvrir les dommages causés par sa négligence dans la surveillance de ses domaines. Privé de sa fortune et de ses titres, il est exilé dans une propriété isolée du Languedoc, où il finira ses jours dans l'obscurité et l'amertume, surveillé discrètement par les agents de Louvois. Les familles victimes du trafic reçoivent une indemnisation substantielle, prélevée sur les biens confisqués, à condition de s'engager par serment à ne jamais révéler les circonstances de leur libération. Marguerite de Villeneuve et ses enfants s'embarquent finalement pour l'Angleterre, emmenant avec eux le secret de leur terrible aventure. Étienne Dufresne, malgré les séquelles physiques et morales de ses tortures, reprend ses activités pastorales dans la clandestinité. Il conservera jusqu'à sa mort, survenue 10 ans plus tard, un silence total sur les événements de Blain, ne se confiant qu'à un journal intime dont le contenu ne sera découvert qu'au siècle suivant.
Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car François-Michel de Louvois, en homme politique avisé, comprend que l'affaire de Blain révèle un problème systémique dans l'application de la politique anti-protestante. La corruption gangrène l'administration. Les agents locaux profitent de la situation pour s'enrichir personnellement. Et ces dérives risquent de compromettre l'œuvre de pacification religieuse voulue par Louis XIV. Dans les semaines qui suivent la résolution de l'affaire, Louvois mène une enquête discrète mais approfondie sur l'étendue réelle du réseau criminel démantelé. Ce qu'il découvre dépasse ses pires craintes. Le système mis en place par Henri de Rohan et Ambroise de Kergolay n'était que la partie visible d'un trafic bien plus vaste, impliquant des dizaines de complices dans toute la Bretagne et au-delà. Les interrogatoires serrés des prisonniers révèlent l'existence d'au moins 3 autres réseaux similaires, opérant en Normandie, en Poitou et dans le Languedoc. Chaque réseau reproduit le même schéma diabolique. Des nobles désargentés ou des administrateurs corrompus exploitent la détresse des familles protestantes pour s'enrichir à leurs dépens. Les profits cumulés de ces opérations se chiffrent en millions de livres tournois, une fortune colossale détournée des caisses royales et de la charité chrétienne. Plus troublant encore, Louvois découvre que certains de ces réseaux entretiennent des liens avec des puissances étrangères. Des documents saisis chez Kergolay révèlent des correspondances avec des agents anglais et hollandais qui payaient des informations sur les mouvements de troupes françaises et les fortifications côtières. Ce qui avait commencé comme un simple trafic crapuleux avait dégénéré en véritable entreprise d'espionnage au profit des ennemis du royaume. Cette découverte transforme radicalement la perception que Louvois a de l'affaire. Il ne s'agit plus seulement de corruption locale, mais d'une menace potentielle pour la sécurité de l'État. Le ministre comprend que l'étouffement pur et simple du scandale ne suffit plus. Il faut procéder à une purge systématique de l'administration bretonne et restructurer entièrement les mécanismes de contrôle. L'opération, baptisée secrètement « Nettoyage d'automne », se déroule au cours des dernières semaines de 1687. Près de 50 fonctionnaires, nobles et bourgeois sont discrètement arrêtés et transférés vers des prisons lointaines. Leurs biens sont confisqués, leurs familles exilées, leurs complices contraints à l'émigration forcée. En quelques semaines, c'est toute une couche de la société bretonne qui disparaît dans l'anonymat des geôles royales. Parallèlement, Louvois met en place un système de surveillance d'une efficacité redoutable. Des agents secrets, recrutés parmi les anciens protestants convertis de force, infiltrent les réseaux d'aide clandestins pour débusquer les nouveaux trafiquants. Des recoupements systématiques entre les rapports d'arrestation et les mouvements financiers permettent de détecter rapidement toute anomalie suspecte. Cette réorganisation, si elle élimine effectivement la corruption, rend paradoxalement la répression anti-protestante encore plus impitoyable qu'auparavant. Les familles huguenotes qui espéraient encore trouver refuge auprès de protecteurs complaisants se retrouvent désormais face à une machine administrative parfaitement huilée et d'une rigueur implacable. Le taux d'évasion vers l'étranger chute drastiquement, tandis que le nombre de conversions forcées explose. Pierre Villeneuve, informé de ces développements par ses correspondants clandestins, mesure avec amertume les conséquences de sa collaboration avec Louvois. En sauvant sa famille, il a contribué indirectement à perfectionner un système de persécution qui fera des milliers de nouvelles victimes. Cette culpabilité le hantera toute sa vie, nourrissant une mélancolie profonde qu'aucun succès commercial ne parviendra à dissiper. De retour à Versailles, le ministre entreprend une réforme discrète mais radicale des méthodes de répression. Il crée un corps d'inspecteurs royaux chargé de surveiller les agents locaux, met en place un système de contrôle croisé des arrestations et des confiscations, et surtout, il établit des sanctions exemplaires contre toute tentative d'enrichissement personnel sur le dos des persécutions religieuses. Cette réforme, connue sous le nom de règlement Louvois, ne sera jamais rendue publique, mais transformera profondément l'efficacité de la machine répressive royale. Paradoxalement, les crimes de Henri de Rohan auront ainsi contribué indirectement à perfectionner le système de persécution des protestants français. Pierre Villeneuve,
Devenu adulte en Angleterre, fera fortune dans le commerce maritime. Mais il conservera toute sa vie une méfiance instinctive envers l'autorité et une compassion particulière pour les victimes d'injustice. À sa mort, en 1743, il lèguera une part importante de sa fortune à une fondation d'aide aux réfugiés religieux, sans jamais révéler les motivations personnelles de cette générosité. Sa sœur Marie épousera un pasteur anglais et consacrera sa vie à l'assistance aux familles françaises exilées. Elle aussi gardera le silence sur les origines de sa vocation charitable, se contentant de dire qu'elle avait vécu dans sa jeunesse une expérience qui lui avait ouvert les yeux sur la cruauté humaine. Le petit Jacques, trop jeune pour avoir pleinement compris les événements de Blaine, n'en conservera que des souvenirs fragmentaires. L'odeur de moisi des caves, la peur dans les yeux de sa mère, la voix rassurante de son frère aîné. Ces images troubles hanteront ses rêves jusqu'à l'âge adulte, sans qu'il parvienne jamais à leur donner un sens cohérent. Quant au château de Blaine lui-même, il connaîtra un sort symbolique. Confisqué par la couronne après la chute de Henri de Rohan, il sera vendu à un riche armateur nantais qui entreprendra de lourds travaux de rénovation. Les caves médiévales, jugées insalubres et dangereuses, seront murées définitivement. Mais avant leur condamnation, les ouvriers y découvriront des inscriptions gravées dans la pierre, des noms suivis de dates, des supplications pathétiques qui témoignent du passage de dizaines de victimes. Ces découvertes, soigneusement dissimulées par le nouveau propriétaire qui craint pour la réputation de sa demeure, alimenteront pendant des générations les légendes locales sur le château maudit de Blaine. Les paysans des environs éviteront longtemps de s'approcher de la forteresse après la tombée de la nuit, prétendant entendre s'élever des caves murées, des gémissements et des appels au secours. La vérité sur les crimes de Henri de Rohan ne sera officiellement révélée qu'en 1823, lors de l'ouverture des archives secrètes de Louvois par les historiens de la Restauration. Mais même alors, l'affaire sera présentée comme un épisode marginal de la répression anti-protestante, sans que soit jamais révélée l'ampleur véritable du système criminel mis en place par la famille ducale. Les documents les plus compromettants, ceux qui détaillent la complicité de Louvois dans l'étouffement du scandale, disparaîtront mystérieusement des archives, probablement détruits par des agents soucieux de préserver la mémoire du grand ministre. Seuls subsisteront quelques témoignages fragmentaires, suffisants pour reconstituer les grandes lignes de l'histoire, mais insuffisants pour en révéler toute l'horreur. Ainsi s'achève cette chronique de la cupidité humaine et de l'exploitation du malheur. L'alliance interdite entre Henri de Rohan et les Huguenotes n'était qu'une façade destinée à masquer l'un des trafics les plus cyniques de l'histoire moderne. Combien de familles ont-elles payé de leur liberté et de leur vie la soif d'or d'un grand seigneur sans scrupules ? Combien de crimes similaires se sont-ils déroulés dans l'ombre de la répression religieuse, protégés par le secret d'État et l'omerta aristocratique? Ces questions hantent encore aujourd'hui les historiens qui tentent de percer les mystères du grand siècle. Car derrière la façade dorée de Versailles et l'éclat de la monarchie absolue se cachaient des réalités bien plus sombres, des tragédies humaines que l'histoire officielle a soigneusement occultées. Les registres paroissiaux de Saint-Malo portent toujours la trace de ces 43 familles protestantes baptisées de force en 1687. 43 familles dont on ne sait toujours pas comment elles sont arrivées là, ni ce qu'elles sont devenues par la suite. 43 énigmes qui témoignent de la complexité tragique d'une époque où la foi religieuse servait trop souvent de prétexte aux ambitions les plus viles. Vous qui nous avez suivis jusqu'au bout de cette terrible histoire, qu'en pensez-vous? Croyez-vous que tout a été révélé sur les crimes de la famille de Rohan? Ou pensez-vous qu'il reste encore des secrets enfouis dans les archives secrètes de l'Ancien Régime? Dites-le nous en commentaire, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec tous ceux qui s'intéressent aux mystères sombres de l'histoire de France. Car la vérité, même 3 siècles plus tard, mérite d'être connue.